football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut à toutes, salut à tous, welcome to the zone. On est toujours avec la même équipe, on a toujours les mêmes vêtements parce qu'on se sentait très à l'aise dedans. Je mets souvent cette tenue, vous me l'avez jamais remarqué? J'ai un autre t-shirt. Ah ouais. Et comment était ce concert alors, Bouba? Écoute, j'ai trouvé que Booba et Ali, ça fonctionnait très bien ensemble. Tu penses qu'ils vont faire carrière plus tard? Ouais, je pense qu'il y a moyen qu'ils sortent quelques trucs. Ouais, mais Booba, il a un peu plus de C'est potentiel. qui Booba? C'est le mec de Boulogne, là? Ouais. Le petit de Boulogne? Exactement. Avec des boules De Pont-de-Sèvres. Tout le monde va toujours très bien? J'ai garé ma Clio 1, La ligne 9. warning devant, mais... La ligne 9, frérot. Bon allez, on va vite commencer cette émission et surtout la terminer parce que là je sens qu'on est tous un petit peu fatigués. Les blagues sont de plus en plus nulles. Tout le monde va toujours très très bien. Très bien. All is good. On a fait un premier bilan de la première partie de saison du Paris Saint-Germain. On va s'intéresser au rival, à l'Olympique de Marseille, mais on va le faire d'une manière un petit peu différente. On y va, let's go. De la musique, c'est vrai qu'on a du mal à s'habituer, mais dans le bon sens. Parce qu'en fait, elle est tellement entraînante qu'on a à la limite envie de siroter un petit cocktail sans alcool. Allez, let's go, ça y va pour les vulgarités. Je disais, on va faire différemment. Là, on a sélectionné 6 dates marquantes dans cette première partie de saison de l'Olympique de Marseille pour voir un petit peu l'évolution et pour se rendre compte un petit peu du tumulte de, pour l'instant, la première partie de saison phocéenne et puis l'évolution de juillet jusqu'à fin décembre. On rappelle quand même pour ceux qui nous regardent, on tourne l'émission après la 16e journée de Ligue 1, donc juste avant la 17e et donc juste avant la trêve hivernale. Rapidement, avant toute chose, il y a eu le tirage au sort des compétitions européennes qui a eu lieu aujourd'hui même. Marseille va avoir une double confrontation contre le Shakhtar Donetsk, je vais réussir à le dire. Un petit feeling là-dessus, Ricky? Abordable. Ça reste un match d'Europa League. J'ai déjà Champions League, le lapsus d'Europa League, sachant qu'en plus ils joueront, je crois qu'ils jouent en Pologne ou en Allemagne, ça dépend des... Pologne, ouais. Ouais. Ah oui, ça dépend, t'as raison. Ouais, mais je pense que ça sera plus sur la Pologne, donc abordable. De toute façon, s'ils veulent aller... Deux équipes qui sortent de Ligue des Champions. Oui, c'est vrai. Donc, ton lapsus est correct. Donc ouais, c'est vrai. Pour le coup, après, s'ils veulent aller plus loin, c'est le genre de match qu'il faut gagner. Boris? Moi, je les vois passer. Je pense qu'il y a un vrai avantage en plus sur le match à l'extérieur. Débuter par... Non, mais déjà de le faire sur terrain neutre, parce que quand on sait les difficultés que Marseille a à l'extérieur, et je pense qu'on en parlera peut-être un petit peu, en tout cas ça a été le cas sur la première partie de saison, de jouer dans une ambiance du coup, sans ambiance et d'avoir le retour au Vel, je pense que c'est plutôt de bon augure pour eux. En tout cas, je les vois vraiment passer sur ce match-là. Job, ça passe. Sujet suivant, ça passe. Ok, bon, plutôt positif autour de cette table, la table de la zone. Positif ou expéditif, je sais pas. Ouais, c'est vrai, il a l'air assez pressé. En vrai de vrai, j'allais répéter exactement la même chose. Je crois qu'il a un truc à dire. Je trouve pas que le Shakhtar soit monstrueux, donc Marseille avec un vrai public derrière au match retour, ça passe, voilà. Première date clé dans cette première partie de saison phocéenne, 1er juillet, l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Marcelino, un ancien de Valence, un ancien du Recreativo Huelva de Séville, de Bilbao, de Villarreal et surtout un grand pote de, j'allais dire Eva Longoria, de Pablo Longoria. On a tous besoin un petit peu de dormir. Je recontextualise un petit peu. Marcelino débarque sur la cité phocéenne quelques mois après le départ d'Igor Tudor. Un départ assez inattendu dans un contexte un petit peu particulier après une belle saison quand même marseillaise. Ouais. Il faut quand même le rappeler. Il débarque dans un championnat qu'il ne connaît pas. Il découvre des joueurs qu'il ne connaît pas et lui et le directoire phocéen composé de Javier Ribalta notamment et Pablo Longoria annonce un mercato XXL du côté de l'Olympique de Marseille. On annonce des Aubameyang, des Kondogbia, des Ismaïla Assar, des NDI. Messieurs, vous connaissez la Ligue 1, vous connaissez l'Olympique de Marseille. À ce moment-là, Ricardo, quand tu vois Marcelino arriver dans ce contexte-là, dans un club comme l'Olympique de Marseille, on est le 1er juillet, qu'est-ce que tu te dis? Alors sincèrement, le mea culpa. Ouais, là je tiens vraiment à faire mon mea culpa en direct, parce que en voyant aussi l'enthousiasme en direct, en vidéo, devant la caméra, en voyant l'enthousiasme de Longoria et puis le mercato qui était annoncé et tout ça, et puis voilà, cette nouvelle ferveur qui était installée à Marseille cet été-là, je me disais que ça pouvait être vraiment intéressant, ça pouvait vraiment être un pas en avant après Tudor. C'est vrai que son 4-4-2 laissait un peu à désirer, laissait un peu perplexe, parce que quand on se souvient aussi justement cet été-là, il y avait Payet
qui avait annoncé dans plusieurs médias qu'il était prêt à refaire une nouvelle saison, numéro 10, on connaît sa position, mais il n'y avait aucune place pour lui. Donc il est vite parti. Et donc il y a un mercato qui s'est mis en place, mais j'avais l'impression que tout n'était pas bien coordonné. Et puis après, ça a donné ce que ça a donné. Malgré tout, j'y croyais quand même, parce que ça gagnait pas forcément, mais ça ne perdait pas. Beaucoup de matchs nuls. 4-4-2 assez solide, mais très ennuyeux. Et à la fin, avec les éléments qu'on connaît, il a fini par partir. Mais moi, je tiens vraiment à dire que j'y croyais. J'y croyais, même si c'est vrai que c'était pas, encore une fois, c'était pas très, on va dire, pétillant, comme on aime à Marseille. Mais c'était solide, mais ça n'a pas duré. Mais ouais, toi, quand tu vois arriver 1er juillet, tu te dis, ça va fonctionner. Toi, quand tu apprends tout ça à Bobo, donc on dit, voilà, Pablo Longoria qui ramène un de ses potes du côté de la Canebière, un style assez particulier, pragmatique de Marcelino dans cette équipe-là de l'Olympique de Marseille, le 1er juillet, tu te dis quoi? Tu t'attends à quoi? Est-ce que tu dis ça va matcher? Perplexe. Je pense que c'était le premier sentiment que j'ai eu quand je le vois arriver. Je me dis que c'est, tu vois, dans une espèce de si tu prends la continuité de Tudor, tu t'attends plutôt à une progression qu'à un truc où on va à tâtons sur un style de jeu qui tu sens que ça va pas être explosif, et j'ai pas compris la décision, mais en même temps, j'ai eu un autre sentiment, c'était que dans tous mes potes marseillais avec qui je discutais, ils l'ont dézingué de fou, et j'ai eu le truc un peu de, sentiment défensif, tu vois, de prendre, essayer de faire l'avocat de me dire, mais attendez, quand même, vous avez défoncé Tudor l'année dernière. C'est parce que t'es une personne exceptionnelle, beaucoup trop bien pour ça. Non mais l'année dernière, Tudor, je crois que le premier match à domicile, il se fait siffler. Il n'a pas joué à domicile, il se fait siffler. Il dit, vous allez encore faire la même connerie avec Marcelino. Donc du coup, ça m'agaçait un petit peu et je me disais, laissez-lui un petit peu de temps. Alors que moi-même, j'étais perplexe. Après la suite, ça a été un peu compliqué. En fait, moi je m'attendais pas à une progression en termes de jeu. Je m'attendais à une progression en termes de croissance, en termes de résultats et en termes on va dire, d'efficacité en fait. Avec Tudor, des fois, c'était vraiment, ça partait dans tous les sens. C'est football total. Voilà, ça gagnait pas forcément. C'était bon, ils ont quand même fini troisième, pardon. Et pour le coup, je m'attendais quand même à une progression d'un point de vue, on va dire, de la croissance de l'équipe en général. En voyant Longoria, David Friot, enthousiaste, mais forcément, oui, ça a fait pchit. Moi, c'était pas le projet, je suis d'accord. C'était un truc que j'étais un peu. J'étais pas inquiet pour le projet, toi. J'étais plus inquiet parce qu'à Marseille, quand tu arrives et qu'on te met un entraîneur, il faut quand même qu'il ait une personnalité très développée. Tu sors de Sampaoli, tu sors de Igor Tudor. Tu arrives, tu as un mec qui est beaucoup plus poli, beaucoup plus... Il y a eu Villas-Boas aussi juste avant. Voilà. Oui, c'est encore avant. Ouais. Voilà, ça c'est un premier indice qui était... Bon, moi j'avais pas d'avis, franchement, je vous l'ai arrêté, j'avais zéro avis. À part qu'en Espagne, c'était pas la folie avant que... Non. Mais entraîneur fiable et... Gattuso, on en parlera après, toi, mais c'était l'inverse pour moi, toi. Il paye le fait que le mercato était raté. Donc les gens ont voulu s'en prendre à Longoria pour le mercato. Et comme c'était son pote, c'est lui qui a pris au final. Et ils s'en sont pris aussi parce que Payet est parti. Et il fallait se défouler sur quelqu'un. Et il ne pouvait pas se défouler sur Longoria parce que Longoria fait quand même un travail exceptionnel depuis des années. Même si là, pour moi, il s'est planté cet été. Ouais. Okay. Du coup, c'est lui qui a tout pris, je pense. Mais étrangement, tu vois, le moment où il arrive, c'est aussi le moment où, quand tu fais le download du mercato, tout le monde dit mercato exceptionnel. Moi je suis entièrement d'accord avec toi. Faire venir Geoffrey Kodobia qui connaît la Ligue des Champions. Faire venir Aubameyang qui connaît la Ligue des Champions. Quand Ndiaye ici, moi j'ai des gars, genre Ndiaye enfant du club, c'est un truc de ouf. Mais ça c'est l'émotion. Non mais tu regardais, tu vois, genre Auba. C'est des joueurs. En tout cas, ce sont des joueurs confirmés, si ce n'est plus, qui viennent. Renan Lodi, c'est des gens qui connaissent la Ligue des Champions. Kondogbia, je dis, le meilleur 6 qu'on a jamais eu depuis. Oui, mais quand Payet s'en va. Et on l'a dit début septembre, je l'ai dit début septembre, ou fin août, quand on a commencé ensemble, j'ai dit, il manque le remplaçant. Comme au Paris Saint-Germain, il manque le remplaçant de Verratti. Il manque ce joueur capable de techniquement organiser le jeu. Il y a Unai qui est censé être... Aujourd'hui, c'est Harit qui fait ce rôle-là. Mais Harit, c'est beaucoup plus quelqu'un qui joue dans la transition, dans les espaces. Et je trouve que c'est aujourd'hui ce qui manque à Marseille. Mais voilà, après, ce n'est que mon avis. J'avais pas convaincu par Unai dans ce registre-là. Marcelino, le jeu milieu gauche. De s'étoffer. En plus, c'est vrai qu'il ne joue pas forcément à son poste, tout ça, donc c'était très compliqué pour lui. Mais il n'a pas encore l'aura d'un Payet. Ouais, c'est exactement, c'est pas ce joueur.
On va tout de suite partir un mois plus tard, 15 août de cette année. On est donc un mois et demi après l'arrivée de Marcelino. L'OM est éliminé en barrage de Ligue des Champions après sa double confrontation contre le Panathinaikos. On rappelle le contexte, c'était la condition sine qua non pour une belle saison olympienne. Sans Ligue des Champions, la saison était quasi foutue pour les médias, pour les supporters marseillais. Ils vont perdre au tir au but et donc être versés en Ligue Europa. Et même financièrement. Même financièrement, c'est aussi... Quand on investit beaucoup sur ce mercato, tu es obligé de passer le tour préliminaire. Sinon, c'est un vrai souci. Eh ben, question au pluriel, mais d'abord ma première question, est-ce qu'à l'instant T, au moment où, ça y est, l'Olympique de Marseille est éliminé de la Ligue des Champions, reversé en Ligue Europa, est-ce que pour toi, la saison olympienne, elle est foutue? Pas du tout. Mais vraiment pas. Ok. Vraiment pas, parce qu'il y a une deuxième place à aller chercher, il y a une coupe à aller chercher, il y a des trucs, il y a des choses, il y a une Europa League à aller chercher. Enfin, je suis désolé, mais... Boris, je te sens pas totalement d'accord. Moi, pour le coup, tu vois, quand on sort de la saison dernière, où tu as ce truc de on a été chercher la place qualificative pour la Ligue des Champions, le tour préliminaire, oui, mais limite, la troisième. Le tour préliminaire, limite, c'est presque facultatif, ça va être une formalité, on va se qualifier, etc. Surtout que Marseille avait fait une bonne campagne en Ligue des Champions, mais de rien, qui se fait avoir dans les dernières secondes. Mais... Donc tu as ce truc quand même où tu te dis... Moi, genre, je me rappelle avoir regardé la double confrontation. Alors, ils se font quand même bien voler. Au niveau de l'arbitrage. Sur l'arbitrage, ils se font secouer, oui, à l'aller, au retour pas trop, mais les décisions d'arbitrage à l'aller comme au retour, c'est quand même très litigieux. Ouais. Mais du coup, tu as quand même un sentiment de putain, la saison, elle n'est pas commencée, que déjà, tout ce qu'on nous a vendu à la fin de la dernière saison, l'intersaison, on se qualifie pour la Ligue des Champions, etc. Finalement, tu as un bis repetita de la saison dont tu viens de sortir, où tu vas refaire la Europa League, essayer d'accrocher la deuxième place. Enfin, tu vois, c'est juste les... Je trouve qu'en termes de croissance et d'évolution de projet, oui. Ça te casse la dynamique dès le mois d'août. Et c'était... pour le coup, c'est le premier coup de massue qu'ils prennent. C'est vrai que c'est frustrant. Après, non, la saison n'était pas foutue. Mais ça met... je pense que les supporters marseillais ont fait une concession. OK, on prend plus de pragmatisme dans le jeu, mais allez, on va en Champions League. Déjà, cette carte Champions League, elle part. Donc, on sait qu'on va venir au stade, on va bouffer du 4-4-2 le jeudi soir et plus le dimanche. Il y avait déjà c'était, on va dire, les premiers feux qui sont arrivés du côté de Marseille. Et c'est ça qui a malheureusement attiré le reste. Je pense que les supporters marseillais, ils savent très bien ils ont peu d'ambition par rapport à ce qui s'est passé sur les dernières années. Mais je pense qu'il a voulu au contraire, depuis l'arrivée de Villas-Boas et tout, non, je suis pas d'accord. Il a voulu la Champions League, surtout en plus non, mais Pana. Quand ils sont fait sortir, moi j'ai plein de copains Marseille qui m'ont dit écoute, je vais te dire un truc de toute façon, vu le niveau qu'on a depuis le début de la saison, justement c'est un peu ce que tu veux dire mais dans l'autre sens, tu vois. Ouais. Vu comme on est pourri. Moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. C'est pas plus mal qu'on soit en Europa League pour essayer de faire quelque chose. Ouais, Après, est-ce que ça, c'est pas le truc où tu sais, finalement, c'est bon an, mal an, tu te rassures avec ce que tu as. Et moi, j'ai l'impression quand même que mes potes, ils étaient dégoûtés, tu vois, de se dire, mes potes supporters de l'OM, dégoûtés dans le sens. On avait envie de jouer. En fait, c'est ça qui t'excite quand même. Tu as envie de regarder le mardi et le mercredi. Le jeudi, il y a quand même un peu de. T'y vas parce que t'as pas trop le choix. Alors peut-être qu'ils n'avaient pas l'équipe pour et tu relativises, mais même quand je me souviens quand même les saisons où tu te qualifies en Ligue des Champions, tu sais que tu vas pas aller loin. En fait, c'est quand même le kiff. À l'époque où le PSG se qualifiait une fois tous les 36. Ouais, et puis tu sais, t'avais quand même un gros kiff d'être en Ligue des Champions. Le but de Laurent Leroy contre Bayern, ouais, tout ça, tu vois, c'est un kiff. On fait troisième, mais c'était bien. Mais je pense que t'as une excitation quand même particulière de jouer la Ligue des Champions et je pense que tu sais pas pourquoi pas. Regarde Lens, ils étaient pas loin finalement de passer. Regarde, tu vois. Et puis Marseille, quand l'année où ils sortent l'Inter en quart, tu vois, en huitième. Ouais. En huitième. Non, ils éliminent en quart. C'est en quart qu'ils sortent l'Inter. Et avec Brandao qui fait une espèce de passe du dos là. En fermant les yeux, tout à fait. Ouais. Mais on n'aurait jamais mis une pièce sur Marseille cette saison-là. Et en fait, ce que t'offre la Ligue des Champions à des moments, on parlait de la Real Sociedad tout à l'heure dans l'émission sur le PSG. En fait, tu sais pas une équipe comment ça peut la galvaniser et comment ça peut te faire rêver. Copenhague. Et surtout quand tu vois ce que ça représente la Ligue des Champions à Marseille. Donc je peux pas croire que c'est pas flingué. Flingué, c'est pas vrai.
mais je peux pas croire qu'en tout cas la déception elle soit pas immense par rapport à l'ambition que tu avais de kiff en tout cas. Je ne sais pas si c'est pas l'ambition de la gagner, mais l'ambition de kiffer, de jouer la Ligue des, c'est quand même autre chose. Et puis même en termes de déplacement, voilà, on sait que c'est une ville et un club où il y a une ferveur assez exceptionnelle. De ouf. Faire des déplacements en Ligue des Champions, c'est déjà plus pratique et plus facile que faire des déplacements en Ligue Europa quand on sait que c'est plus. Est-ce que l'œuf était déjà dans la pomme non, le verre était déjà dans la pomme avant cette élimination. Dans la poule peut-être. Avant cette élimination. Est-ce que c'est un truc, ça partait déjà un peu en vrille avant ce match-là, match retour? Non, pas forcément. Il y avait une pression. Enfin, moi, je n'ai pas ce souvenir-là. Il y avait une pression. Le match aller, c'est quand ils perdent à l'aller. Il y avait une pression de fou. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'ils se sont pas un peu mis tout seuls dans cette espèce de. Moi, j'avais l'impression qu'à le retour, il y a une pression. Ils en parlaient tellement. Et justement, c'est pour ça que je veux te poser une question, Ricky, et une question dans cette question. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, au moment de l'élimination en barrage de Ligue des Champions de l'Olympique de Marseille, l'entraîneur Marcelino est en danger? Je te pose cette question parce que je sais que tu connais le club, tu connais des joueurs qui ont joué ou qui jouent encore actuellement, parce que j'ai un peu cette impression qu'on n'a pas le temps à l'OM. Oui, on est le 15 août, mais la Ligue des Champions à l'Olympique de Marseille, quand on sait qu'il y a le rival parisien qui est un petit peu le seul gros espoir français en Ligue des Champions, capable de rattraper l'Olympique de Marseille en termes de victoire. Est-ce qu'à ce moment-là, eh bien, Marcelino, justement, au sein du directoire, au sein de la direction du propriétaire, il n'est pas en danger à ce moment-là, à ton avis? En danger, non. Parce que même Longoria l'a dit, Longoria, il lui faisait pleinement confiance. Après, c'est les éléments extérieurs qui ont fait qu'il s'est retrouvé déjà en danger. Parce que, comme je disais précédemment, tu enlèves déjà la carte Champions League aux supporters et à l'équipe et aux joueurs aussi. Hein, parce que même pour les joueurs, c'est compliqué de penser à aller jouer des gros matchs, de partir à City et te retrouver à aller jouer en Europe de l'Est sans faire offense à ces clubs-là. Et à mes cousins. Ouais, mais bon, après, ça reste des bons matchs, hein, jouer aux Partisans, ça à l'Étoile Rouge. Hein, mais quand l'Étoile Rouge était en Champions League d'ailleurs. Mais ça fait, je capte aussi que ça fait peut-être moins rêver, hein, c'est moins excitant sur ce que tu t'imagines. Et tout ça combiné avec un jeu qui est peu flamboyant, qui est limite ennuyeux, et ça met des matchs nuls, ça amène encore les supporters, moi en tout cas ils m'ont pris de court, hein, vu comment ça s'est déroulé. Après, encore une fois, jusqu'à présent, moi j'ai pas tous les éléments de ce qui s'est passé. Longoria s'est longuement exprimé dessus, mais j'ai pas tout vraiment suivi. Ou est-ce qu'il faut le croire? Est-ce qu'il y a, comme on parle de ces fameuses forces obscures, c'est compliqué. Et pour le coup, puisque tu viens, voilà, on fait un bond en avant d'un mois. On était le 15 août, on arrive au 20 septembre et c'est le départ de Marcelino. Un départ plus ou moins forcé, on a un peu du mal à comprendre. On est 3 jours après un match nul, laborieux et ennuyeux face à Toulouse, un 1-0-0. On est 2 jours après une réunion houleuse, pour ne pas dire violente et limite menaçante, entre des groupes de supporters et Marcelino, ainsi que certains membres du directoire, dont Pablo Longoria et Javier Ribalta en chef de meute. Là, en fait, on se dit, Jo, que Marseille, ça devient Dallas. On a un peu du mal à tout suivre, à tout comprendre, et qu'en fait, que même le président de l'Olympique de Marseille, il a du mal à tout gérer. C'est quelle date? 20 septembre. Il n'y a toujours pas de victoire pour Marseille. Il y a 3 nuls, 2 défaites. Une défaite. Ouais, et en championnat, ils sont à 2 victoires. Je les ai pas en tout cas. Mais voilà, bref. C'est compliqué parce qu'on s'y attend pas. Ça fait beaucoup quand t'as Igor Tudor qui s'en va, quand t'as Sampaoli qui s'en va, si tout le monde s'en va. Je rappelle quand même, j'en profite pour rappeler que Igor Tudor n'a toujours pas de club. S'ils avaient battu Reims. Reims et première journée Reims et après Brest. Très bien. C'est parce que j'étais sur Marseille à l'extérieur, évidemment. J'en profite pour dire que Igor Tudor, il part, il pense avoir un club de ouf, il a rien. Il a été approché par Monaco et par respect, il a refusé. Mais il réfléchissait à la Juve ou à des clubs comme ça, tu vois. Ouais, tout à fait. Donc il part, aujourd'hui, il n'a pas de club. Donc il faut aussi arrêter à un moment donné de dire, les mecs qui se prennent pour... je suis désolé, mais le nombre de coachs qui rêveraient d'avoir un club, de pouvoir partir d'un club quand tu as un contrat, c'est spécial quand même, je trouve. Hein. Donc voilà, moi j'étais surpris comme tout le monde. Après, je sais pas. Bon, après, Marcelino, il a trouvé son club derrière avec Villarreal aussi. Exactement. Hein.
Mais après, c'est vrai que c'était Mais assez... je pense qu'il y avait quand même un accord avec Villarreal. Ouais, à mon avis, c'est pour ça qu'il est parti aussi vite. Et c'est bizarre quand même. Ça l'a arrangé, mais après, c'est vrai que c'est compliqué. Ça montre aussi, encore une fois, l'instabilité, même à Marseille. C'est vraiment un club très, très compliqué, un club particulier. Ouais, on sait qu'il faut des coachs, on les a dit avant, des coachs particuliers aussi, avec des caractères, avec plus que du management. Et je pense que le fait qu'il ne soit pas qualifié en Ligue des Champions, pour moi, ça a été vraiment le... C'est plus dur, après, excuse-moi, Bobo, c'est plus dur d'être aujourd'hui joueur de l'Olympique de Marseille ou coach de l'Olympique de Marseille? Les deux, c'est compliqué. Et d'ailleurs, j'ai mon ami Mehdi Benassia qui a repris le poste de DS, directeur sportif. Pas facile aussi, mais bon, il est prêt pour le challenge. Après, encore une fois, il n'a pas la carrure d'un DS. Il découvre aussi le métier, mais à Marseille, il faut plus que ça. Il faut quelqu'un qui a un symbole, il faut quelqu'un qui va aux gens, qui a un sens du contact, des relations. Donc ça peut marcher aussi. Donc c'est pour ça, Marseille, ça reste un club particulier en France, même en Europe. C'est pour ça qu'on l'aime. Et c'est vraiment, encore une fois, je me répète, mais cette Champions League, c'est vraiment le coup de couteau qui a fait que... Mais au-delà de ça, je pense que Marcelino et Marseille, c'était pas compatible. C'était pas... Ouais, c'est vrai que c'était étonnant. Je pense pas que c'était... Moi, je me suis laissé duper par l'enthousiasme de Longoria, justement, avec tout ce qu'il a fait par le passé, justement, tout ce qu'il a apporté au niveau du management, au niveau des joueurs, tout ça. Donc moi, j'étais hypé, je dis la vérité. Ouais. En plus, moi, je suis quelqu'un de très, dans le football, moi, un peu pragmatique. Donc je me suis dit, bon, ça doit marcher, ça va marcher. Et je parlais justement avec Kevin Gamero, qui l'a côtoyé à Villarreal, ou à Valence, pardon, à Valence. Ouais. Il me disait, Ricky, attention, lui, c'est un 4-4-2, mais old school, quoi, vraiment old school. Okay. Donc attention, c'est pas toujours amusant. Et en effet, en plus, qu'il plus est à Marseille, donc forcément, tu retires le joujou de Ligue des Champions et c'est compliqué. Tu vois tous les défauts. Bobo, toi qui as cet attachement pour le Paris Saint-Germain, justement, quand tu vois tout ça, quand tu entends tout ça, quel regard tu portes là-dessus? On a un peu du mal à tout suivre et vraiment à se rendre compte de la situation, d'imaginer des groupes de supporters débarquer dans les bureaux du directoire. Bon, je trouve que quand même, il faut peut-être balayer devant sa porte parce que ça nous est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, une ou deux fois avec le Paris Saint-Germain, où on a eu des réunions entre les ultras et les joueurs, où les joueurs n'étaient pas forcément ravis que ça se passe comme ça. Et c'est dans un passé qui n'est pas très 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 loin. Hein. On parle de il y a 2-3 ans, 4 ans, à l'époque de Thiago Silva encore. Donc... moi, je rejoins Ricardo sur le fait que la Ligue des Champions a porté un gros coup et que les supporters, ils n'ont jamais digéré et que, tu vois, l'influence et l'omniprésence des supporters au club, je dis des supporters, pas forcément toujours des meilleurs, on l'a vu à certains moments de la saison encore, ça plombe quand même le développement du club et ce truc, même si Longoria essaye, en tout cas, je pense, de construire un gros projet, il y a des résistances qui font que c'est pas toujours évident de travailler dans la sérénité. Quand tu regardes là, quand ils sautent, ils sont 5e. Il n'y a peut-être pas encore péril dans la demeure. Donc, même si c'était pas flamboyant, c'était 2 victoires, 3 nuls. Tu vois, c'est pas non plus à la rue en championnat. Donc je pense que la Ligue des Champions, ça a été un gros truc. Et l'arrivée de Mehdi Benassia, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on en avait parlé quand il est arrivé ici. Moi, je disais que je trouvais que c'était une bête d'idée parce que, tu vois, toujours tous ces DS disaient de lui que c'était un mec qui comprenait vraiment le football, mais un niveau au-dessus, même dans la hiérarchie et les relations avec la direction. Un mec formé au club, même s'il n'y a pas joué, tu vois, il a la connaissance de. Moi, je suis encore dans l'expectative. Je suis pas forcément. Allez, je suis content pour lui, bien sûr. Je suis pas forcément convaincu, mais je suis pas forcément sceptique. Mais j'attends de voir parce que c'est vraiment, pour moi, c'est inédit qu'un ancien joueur aussi jeune en plus qui occupe un poste là. T'as Arsenal, hein. Edou Arsenal, c'est pas mal. Ouais, Edou, tout ça. Bah après, attention, ils ont fait des études. Ils ont fait quand même quelques formations. Ils sont rentrés dans le circuit. Il y a aussi Simon Rolfes, qui est à Leverkusen, qui fait des très bons travaux, que je connais un peu. Et pour le coup, Mehdi, c'est un néophyte, vraiment, à cette fonction-là. C'est une fonction, attention, ça reste un travail. Je pense que c'était précipité. Quand ils font parce qu'ils cochent les cases ou qu'ils font. Non, je pense quand même qu'ils cochent les cases et ils répondent à un besoin. Il y a eu des départs, ce jour-là. Oui. Quand Marcelino part, il y a David Friot qui part aussi, je crois. Ribalta qui s'en va. Après, oui, et Pablo Garia je pense qu'il coche les cases, en effet. Et puis après, lui, il est hypé. Ça peut être un bon choix. Puis il a son carnet d'adresse, il ne faut pas l'oublier. Après, si on parle carnet d'adresse, Longoria est là aussi. Quand tu arrives et que tu es nommé directeur sportif de l'Olympique de Marseille, tout le monde t'appelle. Le carnet d'adresse, tu l'as en 5 minutes, t'inquiète pas. Mais pour revenir à ce que vous disiez, une vision, j'ai même un lien entre Longoria et les joueurs. Je pense que c'était plutôt là-dessus, tu vois. Quand tu connais aussi bien le haut niveau,
que les joueurs ont peut-être besoin de liant à un moment où on sent la déconnexion avec la direction. Ouais. Des fois au foot, tu as besoin de légitimité. C'est super important. Après, si on revient sur ce qui s'est passé, c'est quand même une dinguerie. Ouais. Voilà. Un entraîneur qui est arrivé il y a un mois, qui démissionne un mois après. Il aura fait 7 matchs, une défaite. Je me souviens de Sampaoli qui démissionne, je me souviens de Bielsa qui démissionne le 1er août. Ouais. Il fait une journée de championnat, défaite contre Caen et conf de presse d'après-match. Les dingueries qu'il y a à Paris et à Marseille, mais c'est les 2 pires clubs d'Europe. On se rend pas compte, mais... Attention Lyon, maintenant. Non, mais tu vois ce que je veux dire? On se rend pas compte à quel point chaque année, il se passe des trucs de fou dans ces clubs, quoi. Mais en tout Marseille, l'année dernière, ils sortent Paris en coupe, ils perdent contre Annecy au tour d'après. Mais c'est trop fou. Ouais. Paris, ils se prennent des remontadas, entre guillemets, dans chaque Ligue des Champions, quasiment. Le Real, Manchester, Barcelone. Mais franchement, ça me fait de la peine parce que j'aime le foot et que notre pays n'est pas forcément un pays ultra football, etc. Mais nos 2 plus gros clubs français, nos 2 plus gros clubs français sont des clowns. Tu vois ce que je veux dire? Après, je pense que là où l'équipe de France a cassé le plafond de verre à un moment donné, sur les clubs, c'est pas du tout le cas, en fait. Tant qu'on n'aura pas gagné une Ligue des Champions, un club français, parce que, mine de rien, c'était une autre Ligue des Champions, dans la formule où on la connaît aujourd'hui, c'est très compliqué de la gagner, surtout dans un système ultra concurrentiel où l'oseille après, là, on repasse sur notre débat. On doit gérer le club de manière générale, trading, tout ça. Mais il y a un autre truc quand même, c'est qu'on n'est pas dans la culture de la gagne en France. Au niveau des clubs, on y va toujours en pensant qu'on va se faire fesser. Même si cette saison, c'est mieux. Un peu, mais c'est pas que le PSG. C'est mieux, mais ça ira pas au bout, en fait. C'est mieux, mais est-ce que ça sera top? C'est ça le problème. C'est toujours un peu mieux, un peu moins bien, mais on n'est jamais dans l'excellence, l'envie de performer. Oui, mais en tout cas, moi, je tiens à dire par rapport à Marseille, pour conclure, je sais pas, mais bravo aussi à Longoria d'avoir fait un volte-face. Et je sais qu'il a fait quelques interviews, il s'est un peu exprimé. Il a exprimé un peu, il a dit ses torts aussi. Donc bravo à lui aussi, assez rapidement, de reconnaître aussi ce qu'il a fait de moins bien ou même de pas bien et d'avancer en fait. C'est vrai, t'as raison. Bravo à lui. Tout donné aussi pour l'Olympique de Marseille, hein, vraiment. On le voit. Tous les joueurs, même physiquement. De l'OM, c'est toujours le meilleur président de France pour moi. Énergivore et on parlait de santé mentale et de charge mentale là aussi. Ça doit être costaud du côté de Pablo Longoria. Il y a une semaine après. Moi j'en ai un, mais c'est pas trop objectif. Marc Keller. Marc Keller, il l'est plus. Ouais, il est encore là, symboliquement. Oui, mais il a vendu. Mais de toute façon, dans les dernières années, il est plus propriétaire, mais il est toujours dans son club. Il est en mode PDG, en mode CEO. Ouais, c'est ça. Non, mais t'as raison. Mais je trouve que Longoria a fait progresser Marseille en 3 ans de façon stratosphérique. Surtout dans un club qui est très dur à gérer et à tenir. Et d'ailleurs, c'est toujours un peu. Il en paye un peu les conséquences. Puis il est quand même très jeune. Hein. À 37 ans, c'est quand même. Et puis il n'est pas français. C'est quand même assez exceptionnel. Non, c'est vrai. Une semaine à peine après le départ de Marcelino, c'est enfin l'officialisation d'un nouveau coach pour l'Olympique de Marseille. C'est Pancho Abardonado qui avait assuré l'intérim. Mais là, c'est Gennaro Gattuso qui débarque, un homme de caractère, un coach avec peu de réussite. À ce moment-là, vous vous dites quoi, Bobo? Tu te dis bon choix ou un petit peu choix dans l'urgence Moi, je prends ça complètement pour un choix dans l'urgence. Et quand tu regardes en plus l'antériorité de ces clubs, je suis pas rassuré. En fait, je me dis, le gars, il a un titre, une Coupe d'Italie avec Naples. Mais surtout, tu vois, il reste pas longtemps. Dans les clubs, ça se passe pas super bien. Il sort de 4 échecs d'affilée, c'est vrai. Voilà, et c'est quand même. Il s'est battu avec certains de ses joueurs aussi quand il était coach. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner à Marseille? En fait, s'il commence à être, surtout qu'il arrive dans ce climat-là où tu te dis pas que ça va forcément aller mieux. S'ils sont déjà vénères, pourquoi ils joueraient mieux à court terme? Donc je le voyais quand même, je le voyais un peu se planter. Ouais, mais il y avait quand même. Pas rassurant. Moi, j'étais pas rassuré non plus. Je pensais pas que ça allait marcher de ouf, tu vois. Mais il correspond à ce qu'on disait, les cases. Oui. Personnalité, caractère, poigne, homme de discours. Et puis tout le monde sait qui c'est, Gattuso. Tu vois, même si t'as pas suivi le foot dans ta vie, le joueur, ça a été un joueur incroyable. Donc. Je pensais pas qu'il serait capable de faire le switch qu'il a fait vers le 3-5-2 récemment et de ramener Vitinha avec Aubameyang devant. Ouais, moi non plus. Tu vois, je pensais pas qu'il ferait ce choix de cette façon-là. Je pensais qu'il aurait fait un 4-4-2, tu vois, par exemple. Mais là, je trouve que c'est fort ce qu'il a fait. Après, si on revient sur cette période-là jusqu'à ce moment-là,
Marseille à domicile, ils sont invaincus. Ils ont fait pas mal de nuls, mais ils ont pris beaucoup de points. Ils sont très faibles à l'extérieur, mais ils ont joué Nice, ouais. Monaco, Paris. Quand Gattuso arrive, c'est la veille de Monaco-Marseille. Mais il arrive après Paris-Marseille. Lens, Monaco, Paris, Nice à l'extérieur. Je suis désolé, s'il perd les 4, c'est pas non plus catastrophique, tu vois. Donc, si tu rajoutes 6 points, je te laisse faire ton calcul de 6 points, justement, à ce moment-là, parce qu'on y est presque aujourd'hui. Ouais. Il nous reste encore quoi comme date? Il nous reste encore une. Là, il nous en reste 2. Donc, alors, tu as évoqué justement la défaite à Lens, qui a été justement subie dans les dernières secondes. Hein. C'est un but de la tête de Jonathan Gradit à la toute dernière seconde. Donc, finalement, Marseille tenait peut-être son match ou son point référence à l'extérieur face à une grosse écurie de Ligue 1. On est 1 mois et demi plus tard. L'OM de Gattuso ne gagne qu'une seule fois. En Ligue 1, donc avec Gennaro Gattuso sur le banc de touche. Marseille est dans un ventre mou, mais n'a que 5 points d'avance sur le 16e barragiste. Là, à ce moment-là, on se dit quoi? On se dit mauvais choix. Longoria a fait le choix du peuple un petit peu pour calmer les supporters. On se dit la saison va être longue. Tout simplement, est-ce qu'à ce moment-là, quand tu dis OK, ils sont qu'à 6 points de Lorient, est-ce que Marseille peut descendre à ce moment-là? Est-ce que ça traverse l'esprit? Non, jamais. Moi, je pense pas. Ils avaient quand même des ressources pour gagner des matchs, surtout au Vélodrome. Sensationnel, Alexis. Non, mais en fait, il n'y a pas si longtemps, c'est arrivé à Saint-Etienne, à Bordeaux, Lyon, ils sont encore en plein dedans. Finalement, on a l'impression que ça ne va jamais arriver. Mais une base de joueurs. Et après, avec Gattuso, c'était tout ou rien, en fait. C'était tout ou rien. On a eu un peu rien au début. Et là, j'ai l'impression qu'on a tout parce que je ne sais pas si c'est son caractère ou ce qu'il a apporté à Marseille avec toutes les qualités qu'il a, qui correspondent aussi, on va dire, à l'écosystème marseillais. Il a réussi à ramener Aubameyang, il a réussi à réveiller quelques joueurs. Unai, même si c'est pas encore ça, il arrive à montrer des choses intéressantes. Vitinha qui se réveille un tout petit peu. Ça a suffi pour redresser la barre déjà. Donc, pour moi, il y a un joueur que tu as cité qui fait toute la différence. Klose? Non, c'est Kondogbia. Ah oui, Kondogbia était blessé aussi. Après, attention, parce que Marcelino, il n'a pas pu en profiter suffisamment. Exactement, mais même ça, carton rouge plus blessure, il vient d'arriver. Et là, depuis qu'il s'est installé, il gère le milieu de terrain. Il y a plus de... Pour moi, il est à son niveau. Pour moi, il n'est pas étincelant. Il est seulement à son niveau. Après, ça reste très haut niveau, forcément. Donc, il stabilise. C'est vrai qu'il stabilise le milieu de terrain. Je trouve que c'est lui qui équilibre aux autres d'équilibrer, de libérer les mecs devant. Et non, Gattuso, il a... En fait, moi, comme j'ai toujours dit régulièrement, c'est que avec Gattuso, il ne fallait pas s'attendre à du jeu à nouveau, à quelque chose de chatoyant, à quelque chose d'intéressant. Il fallait amener de la grinta, il fallait prendre des points. Et ils l'ont fait là, et là ils le font très bien. Et après peut-être avec le mercato ou avec la trêve, ils vont pouvoir se poser, ils auront des points d'avance. Ils ont un match important contre Montpellier là, à Montpellier, pour savoir s'ils peuvent titiller encore le podium. Mais non, là avec Gattuso, il fallait s'attendre à de la sueur et des points. Et ça a plutôt bien marché. Et la chance a fait que, ou je sais pas, ou l'alchimie avec Gattuso a fait que Aubameyang s'est réveillé. Et super décisif. Il fait 7 buts en 4 matchs. C'est incroyable. En comptant la Ligue Europa, je pense que c'est le match contre l'Ajax. Je pense que tu as plusieurs facteurs comme le fait que Kondogbia stabilise le milieu et que ça lui a permis d'amener Vitinha devant avec Aubameyang. Ouais. Et d'avoir beaucoup plus de... Il était seul devant pendant tellement longtemps, Aubameyang. T'as l'impression qu'il ne pouvait pas marquer seul devant. Ça y est, ouais. Moi, je trouve que le poids qui a été apporté et au milieu et devant par l'arrivée de Vitinha... Putain, mais Aubameyang qui respire maintenant, tu vois. Ouais, et puis tu vois, c'est de la gestion de la profondeur qui est quand même hyper appréciable là, depuis un mois et demi. Tu vois, le match, moi j'ai pris énormément de plaisir du match contre Lorient. Où il y avait ce truc de... T'as eu des vagues, et en fait c'était trop kiffant, à la première mi-temps en tout cas. C'était très kiffant à regarder. À un moment, je me dis, mais ils vont en mettre combien? Tu vois, s'ils s'arrêtent pas... Après, des équipes très faibles en ce moment. Au moment où eux sont en forme. Mais je trouve qu'il y a... Et puis, non, mais ça, au-delà des buts, et tu vois, ça pourrait être un truc genre tu récupères, tu fais un pressing haut, tu pars en contre-attaque, ballon en profondeur, but. Non, c'est que tu as le but de Lodi, je crois que ça fait plusieurs pas, ça combine et ça centre au deuxième poteau. C'est Lodi qui marque de la tête? Je sais pas. Enfin, bref, quel match? Pourquoi j'ai Murillo? Non, c'est pas Murillo. Ah si, c'est peut-être Murillo. Murillo, c'est clair. Tu vois, clairement. Mais toujours. Ah non, il marque contre Clermont, il marque aussi contre. Bon, on va vérifier. Bref, mais en tout cas, contre Lorient, j'ai pris énormément de plaisir. Je crois que ça jouait beaucoup. Vérifiez les gars. Vérifiez les gars, putain. Même pas. Balerdi qui marque. Murillo. Bonsoir, bienvenue dans la zone. Écoutez, Murillo et Amin Harit. On vérifie les buteurs. Non mais c'est vrai qu'on évoquait un petit peu cette défaite dans les dernières secondes contre
contre Lens. Marseille n'a que 6 points d'avance sur le 16e et donc dans une position critique. Et en fait, ça va être vraiment un point de départ pour un nouvel élan. Là, vous l'avez plus ou moins dit, il y a 5 victoires sur les 6 rencontres qui suivent, toutes compétitions confondues. Aujourd'hui, ils sont à, j'ai plus combien de points du podium. Bref, ils sont à 2 ou à 3 points du podium. Ils sont qualifiés en 16e de finale de 4 points du podium, 16e de finale de Ligue Europa. Après, il faudra juste voir la gestion du banc. Parce que je trouve que les sorties de banc sont moins ouf. Et tu le vois toutes les deuxièmes mi-temps, fin de deuxième mi-temps, c'est pas terrible. Parce que quand les changements apportent pas autant que les mecs qui sont sur le terrain. Et quand ils sont cuits, quand les titus sont cuits. Moi, je pense qu'ils gagnent contre les équipes plus faibles que eux. Pour l'instant, les résultats sont. Ils perdent à l'extérieur chez les gros, parce que c'est les gros qui ont joué. Après, ça date, hein. C'était finalement, tu vois, quand il y a une semaine où ils enchaînent Monaco-Paris, et ils n'ont pas d'entraîneur. C'est avec Abardon. Ouais. Enfin, non, Monaco, c'est avec Gattuso, c'est son premier match, ça fait un temps qu'il est là. Ils perdent 3-2, ouais. Ils perdent 3-2, je crois, aussi dans les dernières secondes, et c'est Abardonado. Je voulais en dire, c'est que dans cette Ligue 1, cette saison, qui est relativement faible quand même, ils se doivent de monter. Hein. Ils peuvent très bien être 3e ou 2e dans un mois ou un mois. Après, attention, il y a un facteur qu'on n'a pas parlé. En janvier, enfin en février, il y a la CAN qui arrive. Donc potentiellement, tu as Iliman Ndiaye qui part, tu as Ismaïla, Chancel, Ounahi. Donc il y aura peut-être. Ça peut être compliqué. Après, est-ce que justement, on ne peut pas voir. Ouais, je sais pas. On peut pas voir le verre à moitié plein en se disant qu'il y a eu 5 mois. Mais complètement incroyable, pas forcément dans le bon sens du terme, du côté de l'Olympique de Marseille, où ils sont passés par toutes les émotions, toutes les situations. Le coach est arrivé, un mois plus tard, il s'en va. Le président qui menace de partir, il y a son bras droit qui s'en va. Il y a Pochon Abardonado qui se voit bien finir la saison. Il fait 2 matchs, il se prend 4-0 au Parc des Princes. Du coup, il est remplacé par Gennaro Gattuso, qui n'a jamais vraiment réussi en tant qu'entraîneur. Finalement, en être là, après tout ce qui s'est passé, que ce soit avec ou sans la manière, voilà, il y a quand même beaucoup de positifs à ressortir de toute cette première partie de saison. C'est Marseille. C'est Marseille bébé. Non, après t'as des histoires. Tu sais pas, genre, l'histoire de Marcelino n'était peut-être pas vouée à réussir à Marseille. L'histoire de Gattuso, à l'inverse, peut-être que c'était fait pour réussir à Marseille et pas aux autres avant. Ouais, c'est des histoires de rencontres, tu vois, de dynamique. Tu t'en parleras encore mieux que nous, là, maintenant que tu coaches, mais imagine, des fois, tu peux avoir le même discours avec certains groupes, et puis d'autres, ça marchera pas. Et puis, Je pense que la priorité de Longoria, c'était vraiment de trouver l'homme, un peu à l'image de Benassia, justement, dans la direction. De termes techniques, il fallait trouver l'homme qui va rameuter les troupes. Et puis ils sont rappelés sur Gattuso naturellement, puis il était disponible. Donc c'était, comme je dis, pour moi c'était un all-in, c'était vraiment tout ou rien. Et là, la pièce est tombée du bon côté, de la bonne face. Et puis pour le coup, c'est bien pour Marseille. Mais après, est-ce qu'il va durer sur le temps ? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, l'instant T, ça marche. Pareil, quand tu commences à perdre des matchs, comment est-ce que l'équipe réagit ? Comment est-ce que le coach réagit avec son équipe ? Mais il faut quand même... moi, j'aimerais quand même féliciter Klose parce qu'il a été très bon quand ça n'allait pas. Ouais. Et ils n'ont pas. Il n'y en a pas eu 2 qui ont été bons quand ça allait pas. Non, moi, Klose, c'est le joueur qui m'a. Il y en a vraiment. M'a vraiment donné satisfaction à Marseille. Et assez étonnamment, quand il est suspendu, c'est son remplaçant Murillo qui réussit bien et qui marque aussi. Mais j'ai bien aimé qu'il le sorte à la mi-temps, Gattuso, sur un match où il sentait qu'il n'était pas physiquement bien. Ouais. Il l'a sorti, c'est pas grave, tu vois. Et ça, c'est important dans des groupes de voir que tu peux sortir des joueurs cadres à la mi-temps sans que ce soit grave. Ouais. Et ça, je trouve que ça prouve que mentalement, le job de Gattuso a été réussi, tu vois. Et pour moi, c'est des bons indices, ça, tu vois. Et alors, justement, voilà, je vais vous amener dans une sphère que j'aime beaucoup, le foot fiction. Vous les voyez où, les Olympiens, d'ici fin mai, en Ligue 1 et en Coupe d'Europe ? Alors moi, je vais risquer un truc. Moi, je les vois dans les 3 premiers. Ok. Je vois pas Nice ni à la distance. Ok. Même Monaco, ça peut être... Monaco, même sans Coupe d'Europe, vous ne les voyez pas ? On va voir comment ils vont résister à l'hiver. Mais moi, je vois à Marseille, surtout s'ils arrivent quand même à recruter 1 ou 2 joueurs intéressants avec la CAN qui se profile, je pense qu'ils peuvent partir sur une nouvelle dynamique. En plus, il y a Yann Mvila là, qui a fait des gros appels de pied sur le plateau de Prime Video, qui disait qu'il était disponible, qu'il était libre. Je sais pas comment il est physiquement, surtout. Il avait dit Lyon, non ? Au Lyon et Marseille. Les deux. En Olympique, peu importe lequel. Je prends n'importe quelle équipe. Bobo, tu les vois où toi d'ici fin mai ? Tu les vois top 3 aussi ou pas ? Je sais pas, parce qu'il faudra voir aussi ce que fait Lens. Ce que fait Brest. Merci quand même.
Moi, je crois un peu moins à Brest, même si je sais que ça ferait plaisir à Jonathan et à Eric. Mais, et à la zone. Et à la zone, forcément. Mais je ne suis pas sûr de voir l'OM sur le podium. Ah bon? En tout cas, il y a... Parce que je me dis que Nice et Monaco ne caleront pas. Moi, je vois bien Nice quand même s'accrocher. Tu vois, il y a 3 places, non? Il y a le LOSC. Moi, je te parle de Lens. Ok. Je dis que la dynamique de Lens, elle est... Je comprends. Avant la trêve, on a Nice-Lens là. Ouais. Donc ce match, il va beaucoup déterminer un peu, plus ou moins la tendance, je pense. Il va être indicateur, ouais, c'est clair. Je pense que ça va être serré jusqu'à la fin, qu'on aura une. C'est un peu la nouvelle logique, c'est la guerre pour le podium, quoi. Ouais, toi, Paris... tu disais il y aura Paris, Brest et le troisième, du coup, tu disais. Non, c'est pas ça. Moi, si je dois me mouiller, je dis que Marseille sera en Ligue des Champions parce qu'il va se passer quelque chose, et il se passe quelque chose avec Gattuso. Ouais, c'est vrai. Et en troisième position, je les mets même deuxième, hein. En troisième position, Monaco ou Lens, j'espère Brest. Voilà. Voilà. On oublie le LOSC qui est aussi quatrième, Non, qui est cinquième. C'est vrai. Moi, je les vois pas sur le podium. Ok. Après, je me trompe souvent. Hein. Bon, vous voyez, d'une manière générale, à part pour Bobo, c'est top 3 pour l'Olympique de Marseille. J'ai juste dit qu'il fallait que ça va être la bagarre avec... Et toi, Alexis, quel est avec ton top 3 après Paris? Je les vois pas dans le top 3, moi, Ok. l'Olympique de Marseille. Lens-Lille. Non, je vois le LOSC et je vois Monaco. D'accord. Voilà, j'ai mouillé le maillot. Bam, ça vous étonne, hein, pour une fois que je le fais. Merci en tout cas. Les boys, vous allez faire quoi pour les fêtes de fin d'année? Est-ce que vous faites les fêtes de fin d'année ou pas? Oui. Il y en a qui le font, ouais. Bien sûr. Ok, Nouvel An, Noël et tout, vous faites Moi, tout, pas ouais. spécialement, mais par contre, c'est le birthday de mon petit frère le 25 décembre, donc... En dessous? Alors ça c'est... Non, ça c'est mon cousin. En dessous, fait. Ah, tu l'as, Ah, j'ai pas le grand frère. Non mais j'avais pas compris. Le petit frère en dessous. Tant que ça monte, tu vois. Ah bah, c'est la fatigue. Ça c'est souvent un piège hein, quand on est né le même jour ou la veille ou le lendemain de Noël. Bah, il en a souffert quand il était petit parce que c'était seulement un cadeau. Alors, je vous prends de court. Question, quel est pour vous, sur l'année 2023, le joueur ou le coach ou l'acteur du football qui vous a marqué, comme ça, un truc Bellingham. positif? Bellingham pour toi? Bellingham. Ok. Moi, je vais dire Eric Roy, évidemment, parce qu'il Ouais, a c'est sauvé ça, Brest ça. et ils sont quatrième. Voilà. Ouais, en Ligue 1, ouais. Donc, Ouais, en tant que technicien, ouais. Voilà, pour moi. Et puis, Technicien, c'est le 5. Moi je parlerais d'un club, je dirais l'Inter Milan, qui avance doucement mais sûrement. Champion. Finale de Ligue des Champions la saison dernière, qui a fait une seule défaite, toute compétition confondue pour l'instant, et qui terrasse tous les cadors en Serie A, qui est qualifié. Il y aura un gros choc contre l'Atlético, mais je les vois bien. Je les vois bien cette saison. Arteta, parce que Ouais, je c'est trouve vrai. que... moi, Je pense qu'il va être champion. j'ai toujours aimé Mikel Arteta depuis son passage au Paris Saint-Germain. J'ai toujours suivi sa carrière. Et depuis qu'il est à Arsenal, je trouve que finalement, on lui a laissé le temps de faire les choses, mais il confirme que c'est un bon entraîneur, en tout cas qu'il a une méthode intéressante. Voilà, donc, Et la déception. Déception? L'arbitrage de France. Argentine. France, non? C'était 2022, ça. De rugby. il parle de rugby. Oui, ouais, j'étais Non, à la l'ouest. déception, du Sud. la déception football, pénalité. je ne sais Bordeaux pas. Lyon. Lyon, pour moi, avec un Moi, à effectif Bordeaux. comme ça. Parce qu'en plus, ça continue, là. Donc, C'est vrai que Bordeaux, c'est hard quand même. Même Saint-Etienne aussi, c'est hard. Oui, mais ils Non, vont je pas sais pas, descendre après. déception, Ouais. j'ai pas envie de. Je sais pas, j'en ai pas. Ok. ah ouais. Toi, Bordeaux, toi, Bobo, tu réfléchis encore? Déception, mais c'est compliqué parce que... Il y en a plusieurs. Hein. T'as Pogba qui. Ah ouais, Ouais, c'est Pogba. vrai que Pogba, Ouais, ouais, c'est surtout sur des joueurs. Ça fait de la peine un peu quand même. Moi, j'avoue que... Downgrade, C'est incroyable. quoi, je vais faire un peu le vieux con, mais la Saudi League, enfin, tu vois, genre, pas la Saudi League en soi, mais le départ de certains joueurs, on en avait parlé, de très jeunes talents. Ça, c'est un peu la déception Ouais. de me dire, autant je comprends des mecs confirmés, qui ont prouvé, ou des mecs un peu moyens, tu vois, qui vont prendre Un billet. un bon contrat, et Ouais. ça se juge pas. En revanche, tu vois, des jeunes pépites qui sont partis, ça me pique un peu. Même ne plus trop voir Benzema sur les pelouses d'Europe, c'est quand même un petit peu relou. Moi, Faut pas se mentir. c'est Kanté, ça me déchire le cœur. Ouais. Kanté. Il y a quand même, Après, voilà. je peux comprendre parce que sa culture, sa religion, tout ça, et puis il arrive à un Pour ça, âge. Mais le plus fort en Europe, là, Ligue des Champions, ça. Ouf. Ils ont le droit, ils ont le droit. Je juge Ah, mais pas. bien sûr. C'est pour ça que je dis juge J'aurais pas, fait la mais même c'est juste chose. un peu Totalement déceptif. subjectif. Et, C'est un peu, il y a de la déception de ne plus voir certains des joueurs. Moi, j'ai un mea culpa à faire parce que j'ai l'impression que le foot féminin est en train de prendre. Et je l'aurais jamais C'est cru. une déception, ça. Non. C'est un mea J'ai eu culpa peur. sur 2023. Je me dis, voilà, jamais j'y ai cru. Et j'ai l'impression que c'est en train de s'installer, le foot féminin. C'est pas ma cam, voilà, mais il n'y a aucun problème. Je trouve ça, c'est un vrai sport. Et
Et c'est très divertissant aujourd'hui. Mais je ne pensais pas que ça prendrait comme ça. Ouais. Du coup, après, derrière aussi, il y a une vraie politique derrière aussi. Certainement, mais... Bien poussé. Après, oui, c'est vrai que ça évolue. Donc, est-ce que vous avez une déception et Les gardiennes, la déception. De quoi, dans le foot féminin? Ouais, les gardiennes, de manière générale, je trouve que... Moi, c'est la Coupe du Monde des filles, quand même. Ouais. Elles pouvaient. Ok. Ouais, mais il y a la Ligue des Nations, le Final Four bientôt. Ouais, peut-être. On s'en fiche. Même chez les mecs, on s'en fiche. Non, mais si on a oublié des déceptions, n'hésitez pas à nous mettre l'élimination ou les trucs. En quart de finale, au penalty contre. C'est toujours intéressant. L'Australie, ça reste une grosse déception. Frustration de fou. Voilà. France-Australie, mais c'est le vol du siècle. Ouais. C'est le vol du siècle, France-Australie. Tu parles rugby ou foot? Rugby. J'étais sûr. Maintenant, il faut préciser. Oui, c'est Afrique du Sud. Il dit n'importe quoi. Siècle. On a tous grand besoin de dormir. Merci. En tout cas, voilà, c'était la dernière émission de l'année 2023. Encore merci à tous de nous suivre, d'être de plus en plus nombreux. Chaque émission, après il faut le dire, autour de ce plateau, ils sont meilleurs d'année, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois. Surtout moi. Voilà, il est épuisant aussi. C'est énergivore aussi d'être à côté de lui, de le côtoyer au quotidien. Merci en tout cas. Regarde même pas. Non, mais il est là, il gère. Je ne sais pas ce qu'il gère. On m'a envoyé ou qui il gère, je ne sais pas. Succès de l'année, Gérone. Vous n'avez pas dit Gérone, Ok, on dit Gérone. C'est vrai, Gérone. Ouais, magnifique. Là, il gère sa commande Uber Eats, surtout. On connaît. On va tous aller manger. Merci en tout cas, merci encore Ricky, tu es le bienvenu, tu vois, tu fais partie de la zone aujourd'hui, tu fais partie de la famille. Parfait. Merci Bobo. Belle fête de fin d'année à vous tous, aussi, hein. Évidemment. Il est en train de mourir. Bonne année. Non, pas du tout. Voilà, je prends mon temps, je profite un peu. On va pas se voir. Merci Mani d'être toujours aussi fort et bien coiffé derrière. Entendre la voix de Mani. Mani, tu peux dire bonne année ou très doucement. Tu peux dire bonne année dans le micro? Il préfère garder l'anonymat, j'ai l'impression. C'est ça. Ah, voilà. Magnifique. En iranien. En perse, voilà. Bon, merci Mani Pezec, bien sûr, le big boss de cette émission. Et puis on se retrouve l'année prochaine. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.